Cette fidèle d'Oscar Temaru est ministre de la fonction publique, de l'emploi et du travail. Elle nous accueille dans son ministère à l'aube d'une semaine de négociations tendues. N'est-ce pas, Mike Liral? Oui, Athéna, effectivement, nous sommes ici au ministère du Travail, non seulement parce qu'une série de négociations et de préavis de grève se préparent pour cette semaine, mais aussi pour d'autres thèmes que nous allons aborder avec Madame la Ministre. Bonsoir. Bonsoir Mike, bonsoir à tous. Alors, je le disais, il y a une série de préavis de grève qui ont été déposés. Il y en a donc à l'OPT, à la direction de la biosécurité, à la direction de l'agriculture, à Cotada, à la société Coan et au port autonome. Comment est-ce que vous expliquez cet enchaînement? Est-ce que c'est la fin de l'état de grâce? Non, pas du tout. Je pense que ce sont des dysfonctionnements qui existaient déjà avant. Ben, c'est pas on n'a pas de baguette magique. On peut pas résoudre les problèmes en à peine 4 mois. On n'a pas de baguette magique. Donc, mais maintenant, on va engager les discussions avec. On va engager. Les services ont déjà commencé à engager les discussions. Mais pour vous, ça veut dire qu'il n'y a pas de lien entre ces différents préavis? Ben, si, forcément, puisque en fait, sur 4, même tous ces préavis de grève, c'est la CSIP et RTP Polynésie qui en sont les signataires, sauf pour l'OPT, il y a aussi OTEI et CSTPFO. Donc voilà, ce sont, je pense, les syndicats qui veulent montrer leur force de frappe à l'approche des élections syndicales. Alors Cyril Le Gailluc, justement, dont vous parlez à travers la CSIP, il vous reproche de vouloir dégraisser l'OPT, alors que vous avez vous-même, selon lui, profité des avantages sociaux de l'OPT lorsque vous y étiez. Qu'est-ce que vous lui répondez? C'était il y a 20 ans, plus de 20 ans que j'étais à l'OPT, il n'y avait pas autant d'avantages qu'il y a aujourd'hui, et la situation de l'OPT aujourd'hui est préoccupante, tant au niveau financier qu'au niveau humain. Et donc, il y a des mesures à prendre de part et d'autre. L'OPT nous a fait une demande de subventions complémentaires. Il faut savoir que depuis 2019, il y a plus de 10 milliards que le pays a accordé en termes de subventions, tant en investissement qu'en fonctionnement. Et donc, ils nous demandent de plus en plus. On est d'accord pour y participer, mais voilà, des efforts doivent être faits de part et d'autre, des efforts de réduction des dépenses et d'augmentation du chiffre d'affaires. C'est dans cet état d'esprit-là, en fait, que dès ma prise de fonction, j'ai demandé à avoir un certain nombre d'éléments sur les dépenses, sur le budget de fonctionnement de l'OPT. Ouais. On sait aussi que la grève au port autonome peut provoquer des dégâts importants sur l'économie du pays. Est-ce que celle-là, vous pensez pouvoir l'éviter cette semaine? Ça dépendra du positionnement de chacun. Nous, on est là en tout cas pour écouter, essayer de voir de quelle manière on peut répondre aux revendications sans pour autant déroger aux règles qui régissent la fonction publique du pays. Et puis les moyens financiers dont dispose le pays, parce qu'on n'a pas un budget extensible, il y a des limites. Maintenant, lorsqu'on est dans le cadre des règles, de la réglementation existante, il y a aucun souci. Par contre, quand on nous demande de passer des agents de catégorie D à A, je ne vois pas de quelle manière. Lorsqu'on nous demande de recruter, de titulariser un agent, alors que le principe au niveau d'accès à la fonction publique, c'est le concours. Voilà, on doit engager des discussions et puis arriver à des solutions, j'espère, raisonnables, et en tout cas qui ne va pas bloquer l'activité économique du pays. Alors si on sort de ce thème sur les conflits sociaux, vous avez aussi pendant vos engagements de campagne pris l'engagement justement de taxer les hauts salaires. Où est-ce que ça en est? Est-ce que ça va se faire? Et si oui, de quel montant? Quel sera le montant de la taxe? Alors, il y a une étude en cours par le ministère des Finances avec le président du pays. Je préfère la laisser le soin parce que ça rentre dans un dispositif de réforme fiscale totale. Et donc, ce sont eux qui pourront vous donner tous les éléments nécessaires. C'est pas pour 2023 alors? Je pense qu'il y a un démarrage dès 2023. Nous avons chaque ministre a présenté ses orientations pour 2024 donc on va passer vraiment là en période d'arbitrage budgétaire et c'est là qu'on verra justement les préconisations que font les ministres. Alors justement, l'opposition vous reproche sur ce budget 2024 une impréparation selon elle. Est-ce qu'il y a des grandes orientations que vous pouvez nous révéler pour votre ministère, le ministère de l'Emploi? Là, c'est sûr que si on se
se base, le discours du président à l'ouverture de la session budgétaire a été un discours politique sur des orientations générales. C'est vraiment le débat d'orientation budgétaire qui va préciser les orientations précises pour cette année. Alors, au niveau de mon une ministère, mesure voilà, peut-être pour votre ministère. au niveau de mon ministère, 3 orientations principales ont été données aux services sur la base desquelles ils ont établi leur projet de budget. D'abord, c'est le changement de gouvernance. En fait, l'idée, c'est d'avoir une gouvernance beaucoup plus proche des administrés, respectueuse surtout des fonctions des uns et des autres, respectueuse aussi du dialogue social. Donc ça, c'est au niveau de la gouvernance. Ensuite, au niveau de l'accessibilité aux services publics, on veut vraiment développer cette accessibilité et notamment penser aux archipels éloignés où le pays est très peu présent. Donc l'idée, c'est de déployer des Fareora qui va être un peu la maison de tous les services au sein de chaque commune pour que la population n'ait plus à se déplacer, mais que ce soit l'administration qui se déplace vers la population. Et le troisième point, c'est vraiment la mise en adéquation au niveau de notre marché de l'emploi, puisque on a une demande d'emploi avec des demandeurs d'emploi qui manquent de qualification, en tout cas qui ne correspondent pas. Adapter les formations à l'emploi. Qui ne correspondent pas aux besoins actuels et encore moins aux besoins futurs. Donc il est question ici d'anticiper sur les besoins et donc de préparer non seulement la formation initiale, mais aussi la formation professionnelle pour pouvoir répondre à ces besoins. Il y a un autre grand projet, évidemment, dont on parle beaucoup en ce moment et qui pourrait avoir un impact sur le marché du travail, c'est la citoyenneté. Qu'est-ce que ça pourrait changer justement sur ce marché du travail si la citoyenneté était adoptée en Polynésie ? En tout cas, ça aura un impact beaucoup plus important que les dispositions actuelles qui ont été votées en 2019, mais mises en application que depuis 2022 et qui limitent en fait la protection à certains secteurs d'activité là où en fait on a identifié plus de 10% de recrutement de l'extérieur. Là, pour nous, il s'agit d'étendre cette protection à tous les emplois et notamment à la fonction publique, enfin aux emplois public, puisque aujourd'hui le secteur public n'est pas concerné par les mesures de protection. Or, c'est le plus gros employeur. Donc, ce que nous demandons, c'est d'étendre à la fonction publique cette protection. Et dans le cas des dispositions actuelles de la Constitution, qui en fait demandent à ce qu'il n'y ait pas de discrimination, même si c'est vrai que le statut d'autonomie prévoit des dispositions spéciales, mais on se rend compte qu'à la pratique, que finalement, c'est pas évident. Et donc, on est obligé de spécifier, en fait, cette protection à une partie seulement des emplois. Merci, Madame la Ministre. Voilà, ainsi s'achève notre grand entretien depuis le ministère du Travail.